je m'appelle Alexandre Astier. J'ai créé un court-métrage qui s'appelle Dies-Irae autour du roi Arthur en 2002, je crois. Et depuis, c'est devenu une série. Et cette série a été déclinée, même si j'aime pas le mot, en album de BD. Le 10e vient de sortir. Et ce sont des aventures autonomes du roi Arthur et de ses chevaliers qui se passent concomitamment à la saison 1 de la série télé qui porte le même nom. Parce que c'est un solide à 20 faces et que c'est donc un dé de 20, le jeu de rôle. Et que moi je trouve que c'est un objet un peu magique, déjà un dé de 20. Puis quand on aime bien le jeu de rôle, on a quand même des objets qui représentent le destin, le hasard, le destin, et les virages empruntés par le scénario. Et en fait, je trouve que j'avais envie qu'un objet magique dans un monde heroic fantasy comme ça ait ce pouvoir-là, enfin un pouvoir un peu voisin d'un dé de 20. Et voilà, j'ai eu l'idée que ce soit Caradoc qui en trouve un. Dans la BD, c'est un peu plus compliqué que ça, mais et j'aime bien le mot aussi. Je trouve qu'il sonne bien. Eh ben, j'aime bien l'idée de toute façon. C'est un peu des gamins, ils sont écrits un peu comme des gamins, donc en fait ils ont des colères les uns contre les autres sont assez courtes, des réconciliations qui sont assez courtes aussi, mais je crois que le premier truc qui m'a fait envie de les mettre en opposition, c'est le fait de voir un des deux qui construit une équipe, une nouvelle équipe, et qu'à un moment il tombe sur l'autre qui a construit une équipe aussi, et qu'en fait les équipes soient équivalentes. Parce qu'en fait, je ne sais pas si ça a remarqué, mais ils sont un peu équivalentes. Il y en a un, il a un chien, l'autre il a un coq. Ils ont des enfants, tous, ils se ressemblent pas tout à fait. Ils ont un second qui est genre un peu pareil, mais pas tout à fait. Donc en fait, ils ont constitué chacun de leur côté un truc un peu équivalent. Ils arrivent frontalement avec des équipes de foot presque un peu. Voilà, ça me faisait rire. Donc je les ai mis en opposition, effectivement. Mais c'est pas mal en opposition, parce qu'ils s'engueulent. J'aime bien les faire s'engueuler. Je pense parce qu'ils étaient beaucoup torse nu pendant la série quand ils faisaient des entraînements. Des entraînements à casser des cailloux, des machins, tout ça. Donc je pense que c'est leur version à eux du guerrier. Vraiment, je pense que c'est ça. C'est leur déguisement de l'aventurier. C'est souvent comme ça, quoi, comme on les voit là. Et Steven, il les fait souvent comme ça aussi. Parce que. Alors, il y a des BD qui se passe en été, mais qui se passe en hiver, donc on gère un peu les fringues comme ça. Ça, c'est une BD plutôt de beau temps. Donc voilà, ils sont torse nus dans celui-là. Disons que Kaamelott, comment ça s'articule? Pour moi, c'est un monde étendu, Kaamelott. Il peut se passer 1 milliard d'aventures dans Kaamelott, il peut se passer des aventures de tous les styles. Il peut y avoir des romances, il peut y avoir des trucs d'aventure, il peut y avoir de l'action, il peut y avoir des intrigues quasiment policières, il peut y avoir, bref. Donc, je pense que dans le monde étendu de Kaamelott, qui est ni plus ni moins qu'un monde heroic fantasy générique, je vois pas quelle est la limite de ce que on ne pourrait pas raconter, y compris dans le spectre des personnages qui existent déjà et de tous les personnages que je peux réinventer qui ne sont que dans les BD. Bref. Le seul truc, c'est que donc la BD ne prend pas part à la saga. La saga, c'est plus compliqué à écrire parce qu'il y a une progression, parce qu'il y a une continuité, parce que il y a des nouveaux personnages et des anciens, et que tout ça nous mène vers quand même le Graal. La saga, c'est le film et tout ça. Mais la BD, qui, elle, est toujours concomitante à la saison 1, elle, c'est vraiment une aventure qui a un début, un milieu, une fin, qui n'a pas de rapport avec le reste, et qui peut se lire dans le désordre, et qui... Donc, je dirais que pour les scénars BD, non, je ne me vois pas un jour ne pas avoir d'idée, franchement. Pour la saga, pour les films, il y a un puzzle supplémentaire qui vient se mettre au milieu et qui est de temps en temps plus... C'est une écriture qui est plus râpeuse parce qu'elle demande un exercice de plan qui est beaucoup plus prononcé. Mais sinon, la BD, non, j'avoue que c'est très libre au contraire. Ça peut m'arriver, mais comme je suis quand même un gars assez solitaire dans l'exercice de la création, c'est vrai que pour moi, la BD, puisque je ne dessine pas, il ne peut être question que d'une collaboration. Donc, il ne peut être question que d'une rencontre. Je ne peux pas avoir une idée de BD sans rencontre, puisque je ne peux pas la faire. Je ne vais pas simplement avoir une idée de BD et puis aller faire des castings pour savoir si c'est Pierre-Paul Jacques qui va le faire. Non, il faut qu'il y ait une envie commune, il faut qu'il y ait une... Steven, maintenant, on est complice de ça, et on fabrique ça, et c'est avec lui
si jamais Steven me dit un jour j'ai pas envie de faire la 11e, je vais pas me dire bon bah ça fait rien, je vais demander à un autre. C'est tellement, j'ai besoin de savoir avec qui quoi surtout. Et je pense que je peux avoir naturellement des idées qui iraient bien à la BD, mais quand à les mettre en œuvre, ça ne se passe pas de la rencontre et d'une rencontre complice avec un auteur. Voilà. Je pense que j'écris les personnages selon une certaine musique, que cette musique, il n'y a pas de raison qu'elle m'abandonne, puisqu'en fait, moi, je lui trouve une certaine justesse à mon oreille à moi, quoi, donc j'écris pour moi, ce qui est, à mon avis, une bonne méthode. Il ne faut pas écrire pour les autres, il faut toujours écrire pour soi. Un artiste, c'est un mec qui fait les choses pour lui, avec l'espoir que ça touche tout le monde. Mais à mon avis, ça a une chance de toucher tout le monde à partir du moment où on est honnête avec soi-même et on fait les trucs qu'on aimerait lire, en fait. Je crois que, du coup, cette musique des dialogues et cette... voilà, il n'y a pas de raison que ça s'en aille, au contraire, parce que les personnages se précisent, même encore, avec les années, et leur musique, je la connais maintenant, quoi. Enfin, je veux pas dire que je pense pas qu'elle soit fixe, je pense qu'elle bouge avec moi aussi, mais je vois pas pourquoi je les ferais parler faux d'un coup. Je vois pas ce qui m'amènerait à faire cette erreur-là. Je peux en faire des milliards d'autres des erreurs, mais je pense que il doit y avoir quand même une régularité de langage et de musique et de rythme dans la BD qui fait que peut-être on y retrouve une continuité visiblement reconnue. C'est chouette. Surtout que là, je dois en lire 50 parce que je suis le président. Donc, c'est sûr que je ne vais pas en lire d'autres, quoi. Non, j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps de lire de la BD. J'ai pas trop le temps de regarder des séries. J'ai pas trop le temps de regarder des films. Je fabrique des trucs. Je suis, heureusement ou malheureusement, je fais partie du camp de ceux qui fabriquent et pas de ceux qui consomment beaucoup. De moins en moins d'ailleurs, parce que, en plus de ça, j'ai toujours été sensible au monde des autres, trop. Quand je regarde quelque chose qui me déplaît beaucoup, ça me déconstruit un peu, parce que ça me met dans un état où c'est pas très inspirant. D'un coup, j'ai l'impression que quelque chose ne marche pas et tout ça. Quand je vois quelque chose qui marche beaucoup, qui me plaît beaucoup, c'est une autre forme d'intimidation, d'un coup, qui me dit merde, oh là, c'est chouette, est-ce que je suis capable de ça? Sûrement pas. Donc, en fait, les œuvres des autres, qu'elles soient réussies ou moins réussies, me sont pas forcément très profitables quand je suis dans une phase où je dois faire moi-même. Donc, je me protège même du monde des autres, souvent, parce que je suis sensible au monde des autres et qu'il me touche souvent trop et que j'ai besoin de m'enfermer avec mes jouets et pas ceux des autres souvent pour pouvoir sortir quelque chose. Oui, il y a déjà un titre d'ailleurs, et mais c'est comme ça que je les fabrique ces albums, et c'est un truc qui me plaît beaucoup et ça me manquerait si je le faisais plus. C'est-à-dire que je mets 4 trucs en place et qu'est-ce qui se passerait si? Et ça c'est le point de départ. C'est pour ça que je peux donner un titre assez tôt. Parce que je sais qu'il va s'agir de ça. Et je me dis, ah oui, là il y a un truc, effectivement, si le mec passe par là, et que là, tac, et qu'à la planche 30, on peut faire comme ça, et ouais, ça peut marcher. Allez, banco, on verra, on espère que ça tient. Mais oui, j'ai un petit 11 en tête. Alors quand même, si je veux rester dans le monde du scénario et de la narration, comment bien raconter une histoire, il y a des gens que j'admire beaucoup. Pour autant, je n'ai pas forcément envie de savoir comment ils font parce que je ne suis pas persuadé que ça représente une scolarité quelconque. Je crois que ça leur échappe peut-être même à eux. Alors, être dans leur tête, ça ne m'aiderait pas beaucoup. Si je pouvais voyager dans la tête de quelqu'un qui crée, je pense que j'irais dans la tête de gens qui ont une écriture dite thématique, c'est-à-dire qui arrivent à soutirer d'une histoire ou d'un pitch les thèmes profonds, et qui arrive à articuler ce thème et à faire vivre un thème tout au long d'un film. Je pense à Oliver Webb Peoples qui a écrit Unforgiven, impitoyable en français avec Clint Eastwood, qui pour moi, ou Forster qui a fait Amadeus par exemple, enfin, c'est un roman ou une pièce de théâtre, je ne sais plus, avant le film, mais auquel le film rend très bien justice, qui sont des gens qui ont le talent de dire voilà, Mozart c'est une chose, effectivement on va peut-être être juste avec l'histoire, avec tout ça, mais surtout ce qui compte c'est de parler du don. Voilà, il y a une incursion d'un type qui a un don injuste, parce qu'en plus c'est un personnage un peu dégueu, un peu machin, on n'est pas sûr qu'il le mérite,
face à un mec qui est super travailleur et qui machin, et qu'on va faire un peu moins talentueux. Et ce thème du don et de l'injustice de ce don et de pourquoi lui et pas les autres, et ben en fait, il va avoir un début, un milieu, une fin et des périls et des trucs. Et en fait, les gens vont voir l'histoire de Mozart et en fait, ils auront bouffé sans le savoir une deuxième histoire en secret qui va les éclairer sur cette forme d'injustice-là du talent et du don. Les auteurs qui écrivent comme ça ont toute mon admiration. Et pour certains, comme le mec qui a fait Unforgiven, j'avoue que j'aimerais bien passer 1 heure dans sa tête pour essayer de savoir comment est-ce qu'il visualise le développement de ces thèmes.